Salut Catherine. Salut Marie-Hélène. C'est le moment du check-in. Comment ça va? Ça va bien. L'ambiance est spooky dehors, un peu pluvieuse. Je suis un peu fatiguée, mais en même temps, je suis tellement énervée de faire ce deuxième épisode-là avec toi. On a eu tellement des beaux commentaires sur notre premier épisode, fait que je suis prête à me plonger, là. Et toi, comment ça va? Moi, je me sens un mix là de angoisse avant d'enregistrer ce deuxième épisode-là. Catherine et moi, on n'est pas en studio aujourd'hui. On est chacune chez nous avec le meilleur setup qu'on a pu faire. Fait qu'il y a un petit peu d'insécurité liée à ça, mais en même temps de l'excitation. Fait que je trouve que ça ressemble pas mal à l'état d'esprit dans lequel on se retrouve quand on écoute des films d'horreur, qui est notre thème aujourd'hui. Alors on vous invite à plonger dans les eaux terrifiantes de l'horreur. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, on voulait faire une petite mise au point. Parce que quand on s'est imaginé notre podcast, c'était clair pour nous qu'on voulait pas suivre l'actualité. Notre rythme de diffusion, de faire un épisode par mois, c'est sûr que ça ne permettait pas de suivre l'actualité, de commenter l'actualité. C'était pas ça qu'on voulait faire. Par contre, il y a des événements qu'on peut pas laisser sous silence. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait à souligner le fait que le 28 septembre dernier, Joyce Echaquan, qui est une femme atikamekw de 37 ans, elle est morte à l'hôpital de Joliette dans des conditions abominables. Je pense qu'on en a entendu parler abondamment dans les médias. Joyce laisse dans le deuil son conjoint, ses 7 enfants et toute sa communauté. Marie-Hélène et moi, comme personnes blanches qui faisons partie du peuple colonisateur, on pouvait pas passer sous silence cette situation-là. Puis, on pense que c'est vraiment important de continuer à parler des violences subies par les personnes autochtones, puis d'exiger que des changements majeurs soient faits. On sait qu'il y a eu la commission Vient qui a déjà émis des recommandations il y a déjà 1 an. Ça serait bien le minimum de les suivre. Puis, on espère que ça va continuer à être suivi puis à être dénoncé, ces actes de violence-là puis de racisme. Oui, tout à fait, parce qu'on a entendu parler de Joyce, mais c'est comme vraiment pas un cas isolé. C'est juste que là, ça commence à sortir. Alors, c'est vraiment horrifiant. Puis aujourd'hui, on va parler d'horreur en termes de divertissement, mais on veut reconnaître aussi qu'il y a de l'horreur véritable qui se passe au Québec aujourd'hui dans notre système de santé. Puis on tient à le dénoncer puis à pousser pour que quelque chose soit fait, que ça soit pas juste une prise de conscience collective puis que ça tombe dans l'oubli. Alors, ben sur ce, Entre deux eaux, on vous le dit en entrée de jeu, c'est un podcast qui veut se promener entre la culture pop et les feelings, entre la pataugeoire et les eaux profondes. Puis aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus pataugeoire. On va revenir sur les films d'horreur qui nous ont marqués, de l'enfance à l'adolescence, jusqu'à même aujourd'hui. Puis, dans la deuxième partie, c'est là qu'on va plonger un peu plus en profondeur. On va aborder les émotions souvent vives que le genre horreur peut nous faire vivre. On va aussi se lancer dans une analyse un peu plus sociologique des motifs ou des conventions qu'on retrouve dans les films d'horreur. On est bien excités. Alors, plongez, nagez, sans vous noyer. Faites attention avec nous. Alors, Spooky Season, quand vous allez nous écouter, on va être début novembre, on vient juste de passer l'Halloween. Là, présentement, on est à la mi-octobre pendant qu'on enregistre, donc c'est sûr on ne peut que s'imaginer que la fête d'Halloween est quelque peu transformée cette année. On est un petit peu en deuil de l'absence d'Halloween, en tout cas, je sais que ma fille et moi ne passerons pas l'Halloween cette année, c'est assez clair. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a décidé de prolonger le plaisir du pas d'Halloween 2020 et parler de films d'horreur.
On voulait mentionner d'entrée de jeu que c'est sûr qu'il va y avoir quelques petits spoilers ici et là, donc soyez-en avertis. On va pas vous faire la liste d'avance des films dont on va parler, mais sachez que ça se peut qu'on dise des choses, donc bloquez-vous les oreilles si vous voulez pas les entendre. Puis, en fait, pour la discussion sur les films d'horreur, on avait le goût de vous faire notre espèce de biographie d'horreur à Marie-Hélène et moi. Commencer par l'enfance, ensuite par l'adolescence, par l'âge adulte, qu'est-ce qui nous a marqué? Fait que j'ai envie de te demander, Marie-Hélène, toi, d'où t'es venu l'intérêt vers les films d'horreur? Ben, je pense que toute ma vie, ça a été une espèce de mélange de fascination et répulsion. J'étais enfant quelqu'une qui était terrorisée par les films d'horreur. En 3e année, on a fait un recueil avec ma classe, là, puis chaque personne devait répondre à un genre de questionnaire sur lui ou elle-même, puis on a ramassé ça dans un cahier que j'ai encore. Fait que, tu sais, c'est genre des questions comme le signe astrologique, c'est quoi ton plus grand rêve, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, etc. Et il y avait phobie. Et moi, j'avais marqué les films d'horreur. Cute. J'étais vraiment chicken, là. J'étais... Je me rappelle, je faisais la maison hantée à la ronde, les yeux fermés tout le long. Puis déjà, mon cœur débattait sans bon sens. Juste les bruits, le fait de... la possibilité de me faire un saut. J'étais très sensible à ça. Puis... Je savais pas comment me gérer. Mais en même temps, c'était super thrillant. Tu sais, je me rappelle de passer l'Halloween, dans la banlieue, puis il y avait des maisons où ils faisaient des gros setups avec comme des blacklights, de la musique, quelqu'un caché en arrière du truck qui jump quand tu montes l'escalier pour aller chercher tes bonbons. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben ça a été de lire des romans d'horreur. Comme moi, la série Frisson, c'est quand même vraiment important pour moi dans mon développement. Puis j'ai une petite mini collection de livres Frisson encore. Je me rappelle du premier roman que j'ai lu dans la série qui était Cette nuit-là, le numéro 4, je pense, ou en tout cas. Puis je pense que, tu sais, maintenant avec le recul, je trouve que c'est vraiment sain pour les enfants d'expérimenter la peur dans un contexte sécuritaire comme celui d'un film. Je sais que Jim Henson, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, disait toujours, tu sais, c'est sain pour les enfants d'avoir peur, puis il avait pas peur, il avait pas peur d'explorer la peur dans les émissions, les films qu'il produisait pour les enfants, puis il hésitait pas non plus à aller dans d'autres émotions difficiles comme le deuil, par exemple. Tu sais, il prenait pas les enfants pour des caves, puis il disait, ben c'est important pour les enfants d'être confrontés à différentes expériences qui génèrent des émotions, et la peur, ça fait partie de cet éventail-là, puis c'est important pour les enfants de se trouver comme resourceful à travers ça, tu sais. Fait que, en très résumé, ça parle un petit peu de mon enfance, puis de la terreur que j'ai vécue plus jeune par rapport à l'horreur. Pour ta part, ça ressemble à quoi? Ben, c'est sûr, il y a des trucs qui se rejoignent. Tu sais, moi aussi, c'est sûr, comme les films, les livres Frissons, c'est quelque chose qui a été comme vraiment important pour moi. Moi, c'est drôle parce que je me souviens qu'enfant, à mon école primaire, il y avait la bibliothèque scolaire qu'on allait, tu sais, périodiquement prêter des livres. Puis, la bibliothèque était toute petite, puis elle était séparée comme en colonnes, tu sais, que t'avais genre une petite rangée pour, tu sais, selon les années scolaires. Puis, les Frissons était dans la rangée, comme je me souviens plus, c'était 5e ou 6e année qui avait été déterminé l'âge correct pour commencer à lire des Frissons puis des Chairs de poule. Puis je me souviens que, tu sais, j'ai comme le souvenir d'être l'année d'avant puis d'avoir tellement hâte de pouvoir avoir le droit de les emprunter. Puis évidemment, j'en ai lu là vraiment beaucoup. J'étais vraiment plus Frisson que Chair de poule. Tu sais, Chair de poule, en fait, c'était comme... Je trouvais que c'était tout le temps juste un peu dégueu puis pas vraiment... En tout cas, je trouvais ça moins intéressant. Ouais, c'était comme un peu gnagna. Ouais, ben c'est ça. J'aimais pas bien ça. Puis même l'émission à la télé, j'aimais moins ça. Moi, c'était vraiment les Frissons que j'aimais. Puis même si je retourne avant ça, j'ai toujours eu comme une espèce de fascination pour ce qui était comme l'espèce de
j'ai envie de dire comme, tu sais, l'univers de l'horreur, mais pas nécessairement l'horreur comme telle, dans le sens où, tu sais, j'aimais vraiment beaucoup les histoires de sorcières, les histoires de fantômes, mais qui étaient comme rigolotes, tu sais, qui étaient vraiment pas épeurantes, mais qui font référence à, tu sais, un univers qui est un peu épeurant. Je me suis rendu compte aussi au fil du temps que des fois, il y avait des trucs que je trouvais vraiment pas épeurants, puis que je trouvais drôles, justement, qui rentraient dans cette catégorie-là, puis que quand j'en parlais avec d'autres personnes, ils étaient comme... Non, non, ça c'était peurant, là, tu sais, genre, tu sais, mettons les films de Tim Burton, tu sais, pour moi c'est drôle, les films de Tim Burton, tu sais, genre La mariée cadavérique, L'étrange Noël de Monsieur Jack, puis là, j'ai comme des amis qui sont comme, non, non, ça c'est vraiment épeurant, puis je suis comme, ah, ok, Ben fait que voyons. finalement, je suis pas, non, mais ça m'a comme confirmé que je suis pas la poule mouillée que je pense être des fois, mais, tu sais, dans le sens que comme mon gauge d'horreur est comme quand même pas à zéro, là, mais c'était ça. Puis il y avait un livre qui m'a vraiment fascinée, qui s'appelait Les sorcières. Puis je suis tellement contente, je l'ai trouvé en usagé. J'ai tellement hâte de le regarder avec ma fille. Mais c'est comme, tu sais, un espèce de guide pour enfants de genre comment savoir si ta grand-mère est une sorcière, mais tu sais en même temps c'est super drôle puis c'est ça raconte des affaires, tu sais c'est ça là, tu sais genre est-ce que ta grand-mère elle cache des crapauds dans son tiroir de cuisine ou tu sais des affaires de même, mais ça me faisait vraiment rire, c'était vraiment des trucs que j'aimais énormément. Tu sais, je te rejoins aussi dans l'espèce de peur d'avoir peur, ce que tu parlais tantôt, tu sais, moi, là, les maisons hantées, là, moi, gang, pas gang, si je pensais qu'il y avait un risque que quelqu'un me fasse peur, j'y allais pas. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour l'horreur, lire beaucoup de romans aussi. Moi, j'étais beaucoup dans les romans de la courte échelle, fait que tous ceux qui étaient d'horreur, je les ai tous lus, là, La nuit du vampire, comme... Toutes ces histoires-là me faisaient capoter. J'adorais ça. Et à l'adolescence, parce que là, si on veut suivre notre progression, je pense que toi aussi, c'est l'époque où on a commencé à écouter des vrais films d'horreur parce que, tu sais, il y en avait des films un peu épeurants qu'on écoutait à l'enfance, tu sais, je pense au film Les Sorcières, tu sais, qui est épeurant, là, comme, on s'entend que c'est objectivement épeurant, là, tu sais. Le make-up est quelque chose, puis Angelica Houston est creep, là. Oui, oui, tout le long, tu sais, c'est épeurant, là, genre, je me pose la question à quel âge je vais le proposer à ma fille, mais tu sais, c'est clair que c'est pas avant dans 5, 6, 7 ans, là. Mais tu sais, comme, c'est vraiment épeurant. J'ai envie de te demander, c'est quoi, toi, les films d'horreur que t'as écoutés à l'adolescence qui t'ont marqué? Ben, tu sais, c'est comme arrivé comme une gradation, mais je voyais d'autres personnes qui prenaient plaisir au genre d'horreur, en particulier certaines amies sur ma rue, puis moi, c'est comme, je voulais comprendre pourquoi c'était le fun pour eux autres. Ouais. Puis, je vais faire un parallèle hyper niaiseux, mais moi, plus jeune, j'aimais pas ça, le jus de tomate, mais je trouvais ça vraiment pratique de comme pouvoir prendre une petite portion de légumes à boire puis comme checkmark, tu sais, fait que je me suis forcée à aimer le jus de tomate à un moment donné. J'ai un petit peu fait la même affaire avec les films d'horreur. C'était pas tout à fait la même chose, mais tu sais, il y a eu comme des films qui sont pas super épeurants, mais qui fit dans le genre horreur. Premièrement, Entrevue avec un vampire, là. Moi, j'avais pas... ben, on avait le câble chez nous, là, mais je veux dire, on n'achetait pas des films sur, mettons, pay-per-view. Mais je me rappelle l'année où Interview with a Vampire est devenu disponible, que tu pouvais commander là, sur la télé. Je regardais le trailer en boucle. J'étais fascinée par l'esthétique de ce film-là. Et j'ai fini, parce que si t'allais genre au poste 54, tu pouvais voir le film brouillé. Et Interview with a Vampire fait partie de ces films que j'ai regardé brouillé, genre au moins 20 fois, tu sais. Fait que la première fois que je l'ai vu, c'est comme quelques années plus tard que je l'ai vu vraiment en bonne qualité, mais genre je connaissais des répliques par cœur, puis j'étais comme fascinée par c'était comme l'horreur victorienne gothique, là, de ce film-là. Puis, fait que les vampires, pour moi, ça a été les premiers films d'horreur que j'ai consommés. Tu sais, Dracula, il y a eu comme une vague, là, de films de vampires dans les années 90. Oui. Fait que ça a commencé par ça, mais mon premier vrai film d'horreur, tu sais, un vrai slasher, là, que j'ai osé écouter, c'est Scream. Puis, ça a été une expérience vraiment stressante, mais en même temps, comme
je cherche le mot, c'est-tu enivrante? En tout cas, j'ai tellement été happée par l'histoire de ce film-là, puis surtout la fin. On parlait de spoilers, là. Watch out, on va spoiler Scream big time. Mais la fin du film où tu apprends qui sont les meurtriers, puis là, qui te font leur gros speech sur pourquoi ils ont décidé de tuer. Fait que c'est comme une conversation avec le personnage de Sidney, puis ça me permettait... Ça a amené pour moi la question des motivations derrière les tueurs en série, puis... en tout cas, je trouvais ça vraiment fascinant, puis... Étant donné que, bon, les deux gars sont tués à la fin, puis l'héroïne du film gagne, puis c'est un de ces films d'horreur qui ne finit pas sur une fin ambiguë. Il n'y a pas de... Tu sais, oui, il y a un one last scare, mais je veux dire, elle gagne à la fin, tu sais. Puis les deux gars sont morts. Fait que tout le monde est en sécurité. Ça a eu comme un effet cathartique pour moi. C'est venu comme gérer des affaires, puis... Après ça, j'étais comme, OK, je pense que je suis capable de regarder un slasher. J'ai vu celui-là, je l'ai aimé. Ça parlait vraiment à ma génération aussi. C'était super... c'était très self-aware comme film. Ça faisait plein de références, justement, aux tropes des films d'horreur. Fait que on dirait que ça venait comme décortiquer tout ce monde-là pour moi. Fait que ouais, je dirais Scream, c'est venu changer la donne, là, puis ça a été comme ma gateway drug, ma première step vers la vraie horreur. C'est vraiment cool. Moi, c'est drôle parce que moi, tu disais que t'avais pas de film à la maison. Moi, au contraire, j'ai la chance d'avoir un père vraiment fan de films et particulièrement de films d'horreur. Puis il y avait comme... J'ai toujours grandi avec un paquet de VHS chez nous, comme vraiment beaucoup de films. Puis tu sais, c'est sûr que c'était comme la collection à mon père, mais c'est comme à l'adolescence que j'ai commencé à, tu sais, prendre de ses recommandations, puis aller fouiller dans ses collections. Fait que c'est sûr que c'est lui qui m'a introduit à bien des films, puis c'est drôle parce que, tu sais, Scream, c'est sûr, je l'ai vu quand c'est sorti, tu sais, c'était comme... tu sais, je l'ai vu à plusieurs reprises aussi, mais c'est pas le genre de film que j'apprécie. Ben, tu sais, je peux pas dire que j'ai pas aimé Scream, mais comme, tu sais, si on parle de films d'horreur, dans les films d'horreur que j'ai aimés, je le nommerais pas, là, tu sais, ça fait pas partie de ça, puis on pourra peut-être rentrer dans les détails de, comme, nos différences en termes de, justement, là, d'intérêt dans nos styles de films d'horreur préférés, finalement, mais moi, c'est vraiment, tu sais, les films des années 70 puis 80, c'est vraiment ça que j'ai vraiment beaucoup écouté quand j'étais ado, de la collection de mon père, avec mes amis. Pendant vraiment longtemps, mon film d'horreur préféré, si on me le demandait, c'était The Changeling, qui est un film qui est pas si connu que ça, mais que c'est vraiment une histoire de maison hantée. J'étais fascinée par ce film-là. Puis moi, ce que j'aimais là-dedans, pis c'était souvent l'exemple que je donnais quand je disais comme moi, c'est ça que j'aime dans les films d'horreur, c'est l'ambiance de la maison. Puis c'est pas ben, en tout cas, je suis pas sûre à quel point c'est un spoiler, là, mais, tu sais, un des plus gros jumpscares qu'il y a dans ce film-là, premièrement, il y en a pas beaucoup, mais un des plus gros jumpscares, c'est genre une note de piano qui joue tout seul à un moment donné, là, tu sais, tu regardes la maison, il monte dans plein d'angles, tu sais, caméra super lente, puis à un moment donné, tu vois le piano, puis à un moment donné, il y a une note qui jouait pas bien, quand le gars, il jouait tantôt, il essayait de jouer, ça marchait pas, puis là, à un moment donné, tout est silence, puis ça fait comme la note ajoute toute seule, tu sais, mais il y a personne dans la pièce, c'est juste toi que ça fait peur, c'est pas les gens, mais puis je capotais, j'étais comme comment on fait pour faire de l'horreur sans utiliser du gore, sans utiliser du sang, comme c'est mais ça je veux dire ça te fait sursauter là, puis j'adorais ça, puis tu sais les histoires d'enfants de fantômes pris dans la maison, en tout cas moi ça c'était mon genre. Puis après ça, tu sais justement là, tu sais les autres films que j'ai vraiment beaucoup aimés puis que j'ai vu et revu, c'est sûr que la trilogie Poltergeist pour moi c'était vraiment quelque chose là, comme j'ai vraiment trippé là-dessus. Même le 3? Ben, je te dirais pas, c'est sûr que le premier c'est le meilleur, je veux dire, mais j'aimais tellement ça, comme j'aimais vraiment ça. Puis j'essayais d'écouter les trois, mais tu sais en même temps,
Puis je trouvais ça fascinant aussi qu'il avait fallu qu'il change d'actrice parce que pour Caroline, parce que la petite fille est morte comme dans la vraie vie. On dirait que ça ajoutait à l'horreur, puis je pense que c'est peut-être un peu pour ça que j'avais le goût d'écouter les autres pour voir l'autre petite fille. En tout cas, je sais pas. Mais ce film-là, je trouvais ça bien bon. Puis tu sais, des films comme The Shining, Amityville Horror, Le Village des Damnés, là, Village of the Damned, là, ça, j'aimais vraiment ça. Puis évidemment Carrie, je vais juste la nommer, on va en reparler plus tard de Carrie, mais Carrie, oh my god, tu sais, c'était parfait. Puis tu sais, je me souviens d'avoir fait le choix de ne pas aller voir The Blair Witch Project au cinéma parce que j'étais comme je le gérerais pas là, mais après ça j'ai possédé la vidéocassette, je l'ai écoutée vraiment souvent. Mais ça, puis le documentaire qui venait avec, là, parce qu'on se souvient que The Blair Witch Project, on nous faisait croire que c'était vrai. Au départ, pendant 10 minutes à peu près, quand le film est sorti. Mais ouais, fait que moi, c'est vraiment les vieux films d'horreur qui ont été comme mon entrée dedans. Puis encore aujourd'hui, moi, je suis un peu contre les remakes. J'aime bien voir les vieux films, Rosemary's Baby, The Omen. Moi, c'est les films des années, surtout 80 puis 90. Moi, c'est les slashers. C'est le genre qui est le plus anxiogène pour moi. Fait que le fait de consommer ça, c'est une manière pour moi, quelque part, de surmonter mes peurs. Ouais. Puis il y a le fait aussi de, quand tu l'écoutes chez toi, il y a comme un côté empouvoirant à ça parce que tu peux faire pause, ouais. Tu sais, tu peux le reculer. Moi, j'ai un souvenir à un moment donné d'avoir écouté Halloween 2 à fast forward la première fois. Après ça, je retournais, puis là, j'étais comme, OK, il va sortir à peu près là. Fait que, tu sais, c'était un peu pour me gérer, là. Mais Carrie, ça a été, ça aussi, je dirais que c'est un des films marquants. Il l'avait projeté quand j'étais en secondaire 5. Il l'avait projeté la semaine, je pense, avant l'Halloween, comme 5 midis de suite, là. Il nous montrait des bouts. Puis, écoute, je sais pas qu'est-ce que je vivais à ce moment-là dans ma vie, là, mais il y a quelque chose qui m'a fait réagir dans ce film-là. Puis j'ai regardé, je pense, le premier ou jusqu'au deuxième midi. Puis après ça, je me suis mis à angoisser vraiment full, puis je faisais des cauchemars, puis comme j'ai pas pu retourner j'ai pas pu finir d'écouter le film à l'école. Je l'ai pas vu au complet. Ouais. Je pense que c'est comme une des premières scènes où est-ce que Carrie est chez eux avec sa mère, puis il y a juste comme une ambiance là terrifiante. Ouais. Puis il a fallu qu'à un moment donné, je l'écoute au complet. Il a fallu que je me loue le DVD puis que je l'écoute parce que ça me trottait trop dans la tête, comme il fallait résoudre ça à un moment donné quelque part. Puis oui, ça a été super épeurant, mais en même temps, je suis tombée en amour avec l'esthétique de ce film-là. Puis toute l'imagerie comme liée à la girlhood traumatisante, qui était comme quelque chose à quoi je m'identifiais vraiment beaucoup. Fait que ouais, Carrie, ça aussi, ça a été comme une autre porte vers comme l'esthétique de l'horreur, comment ça peut être beau à quelque part, autant esthétique les scènes violentes que installer l'angoisse, tu sais, comment tu fais ça, tu sais, une shot en bas d'un escalier, mettons, ou une shot de porte avec de la musique appropriée, l'éclairage, comment tu bâtis une ambiance d'angoisse, je me suis mis à devenir fascinée par ça. Ben c'est clair, puis j'ai juste envie de dire, mais moi, je suis pas sûre que, tu sais, d'écouter un film d'horreur en morceaux, c'est une bonne idée à la base, parce que, tu sais, il y a comme, tu sais, on dirait que tu restes dans ton sentiment, tu sais, il y a comme de l'anticipation quand t'écoutes un film d'horreur, puis comme, tu sais, un climat de tension, fait comme, si tu l'écoutes pas jusqu'à la fin, c'est pas résolu, là, tu sais, en tout cas, j'ai comme l'impression que c'est pas un bon plan à la base, là, mais qu'en sais-je? Il me semble, j'aimerais mieux l'écouter d'une shot, puis pas couper à tout bout de champ, là. Ben, je pense qu'on fait des fois la même chose dans la vie, quelque chose qui nous fait vraiment peur, plutôt que de le faire one shot. Des fois, on se le morcelle en petits bouts, puis on prolonge le malaise. T'sais, on se torture nous-mêmes. Mais des fois, on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire autrement. Ben, c'est ça, mais en même temps, c'est ça, je pense pas que c'est une stratégie efficace. Puis, j'ai comme le goût de tout de suite sauter, parce que ça me fait penser à une des dernières expériences d'écouter un film d'horreur que j'ai eu à l'âge adulte, qui est le film Babadook. Puis il y a ça, comme dans Babadook, ça prend vraiment du temps avant que tu vois le monstre, puis on dirait que c'est ça l'horreur. L'horreur, c'est comme,
tu le vois un petit peu dans le coin, mais tu le vois jamais vraiment, puis là, il aboutit pas, mais t'as donc peur qu'il apparaisse, parce que quand il va apparaître, ça va être épouvantable, fait que, en tout cas, je fais le parallèle avec ça, là, tu sais, de comme, tu sais, je trouve que c'est un bon exemple de film, comme de build-up, que ça prend vraiment du temps avant d'y voir la face, puis comme, là, à un moment donné, là, tu le vois, pas, ok, le de shit hit de fan, comme on dit, mais tu sais, c'est ça, là. Puis justement, moi, je respecte vraiment les... on va dire les réalisateurs. Il y a aussi quelques réalisatrices là, d'horreur de plus en plus. Mais les réalisateurs d'horreur qui sont capables d'installer une atmosphère puis de te faire croire que justement, shit va hit de fan dans 3 secondes, mais ça arrive pas. Puis ils sont capables de builder la tension. Comme ça, off the top of my head, je pense à 3 exemples. T'as L'Exorciste, qui est vraiment un film avec très peu de jump scare, mais qui est très efficace si tu l'écoutes d'un bout à l'autre d'une traite, parce que ça fait juste builder up, puis des fameux shots de porte de loin qui zoom in tranquillement. Puis tu fais juste t'imaginer qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. C'est ça, c'est super efficace. Il y a aussi Halloween, qui est comme un iconic slasher, qui est pas le premier slasher, mais qui est très habile à... Tu sais, je pense qu'il y a 3 meurtres dans ce film-là, seulement. Il y a 3 personnes qui meurent, mais ça installe un inconfort. Il y a des shots, littéralement, où est-ce que tu vois juste Michael Myers debout, immobile. Mais tu sais, que t'es comme pas sûr si tu l'as vu vraiment. Mais c'est ça qui est efficace, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis, je dirais aussi Nightmare on Elm Street 1, qui est comme un des films vraiment hyper importants pour moi. Qui, dans le premier film, surtout, tu vois Freddy vraiment juste en ombre. Il parle pas beaucoup, il est pas encore la caricature qu'il devient dans les films subséquents. Puis, comme il en give away pas trop, tu sais. Puis souvent, les films d'horreur qui sont faits avec moins de moyens, ben ils font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour te laisser supposer des choses. Puis il y a des fois, des films que j'ai vus, que tu t'imagines que tu as vu à quel point le meurtre était horrible ou à quel point la face de quelqu'un était terrifiante, puis tu regardes le film après puis tu te rends compte que le film ne le montre pas. C'est vraiment juste avec le pouvoir de suggestion que tu l'as comme vu dans ta tête, mais au moment où tu pensais que ça allait apparaître à l'écran, tu as fermé tes yeux, puis tu te l'es imaginé toi-même. Moi, j'ai plusieurs expériences comme ça, tu sais. Je te vois hocher de la tête, je sais pas si toi aussi ça t'est arrivé. Ben, c'est parce que l'icône de ça, selon moi, puis ça nous ramène à l'enfance, l'épisode de Barbe Bleue dans Iniminimagimo. Où ce que tout le monde a une idée super précise de comme quand ils descendent à la cave, puis qui... Moi, dans mon souvenir... on voyait des pattes de femmes pendues, là, tu sais, comme on les voyait pas au complet, on voyait leurs pattes, puis j'ai fini par avoir la vidéocassette à un moment donné, tu sais, genre, une fois adulte, puis j'étais comme, pas en tout, là, tu sais, on voit rien, là, comme on voit absolument rien, mais dans mon souvenir, il y avait comme les femmes qui pendaient, puis là, comme sa fameuse clé qu'elle échappe à terre, puis qu'elle devient rouge, tu sais, pas tachée de sang, elle devient rouge, tu sais, mais, puis je suis sûre que t'as ce souvenir-là, toi aussi, ça se peut pas, là? C'est clair. Hey, respect Iniminimagimo. Mais c'est ça que je disais. Moi, les créateurs d'émissions pour enfants qui sont pas juste gna puis qui font confiance que les enfants peuvent aller là. Oui, c'était épeurant. Puis je veux dire, c'est ça, c'est marquant. Puis ça devient des expériences comme fondatrices. Puis... c'est la même chose pour des films qui sont destinés à un public plus adulte. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les créateurs de films qui prennent pas le public pour des épais, tu sais, puis qui sont capables de... c'est ça, d'installer une ambiance, puis que c'est pas juste comme des cheap scares puis du gore. Je suis vraiment pas la plus grosse fan de gore au monde. J'ai pas vu Hostel, j'ai pas vu la série Saw. Peut-être qu'éventuellement, je vais les écouter, mais comme ça me tente pas, moi, de voir une Christine mâchoire en métal qui se referme sur la tête de quelqu'un. C'est pas pour ça que j'écoute des films d'horreur. C'est juste pour comme... c'est pas pour être comme arc. C'est plus pour être « Oh
tu sais, il y a une différence entre le dégoût puis la terreur. Ben non, c'est clair. Puis tu sais, moi, j'ai toujours eu peur du sang dans la vie. Fait que tu sais, c'est sûr que pour moi, comme ça me trigger vraiment énormément, tu sais, de voir du sang. Fait que tu sais, en fait, c'est comme si, au fil du temps, j'ai fini par aimer les films d'horreur que ils utilisaient, mettons, le sanguignolant à bon escient. Tu sais, genre, je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait. Comme, tu sais, je comprends, on est dans le style horreur, comme, peut-être que ça vaut la peine d'en mettre un peu, mais mets-en pour que ça... J'allais dire pour que ça vaille la peine, c'est pas ça que je veux dire, mais plus comme, tu sais, mets-en parce que c'est pertinent, mais pas parce que le sang, ça fait peur. Puis moi, il y a beaucoup de films, justement, comme, pour moi, le gore, dans ma tête, c'est un peu ça. Puis tu sais, je sais qu'il y en a qui adorent ça, tu sais, grand bien leur face, mais comme... On dirait que je suis comme, OK, garde, c'est épeurant voir du sang, fait qu'on va faire du sang. J'ai essayé d'écouter, pour me préparer à l'épisode, un film d'horreur dernièrement, parce que j'en écoute plus, c'est ça le point. Puis là, je suis tombée sur Blair Witch Project 3, fait que je suis comme, OK, je vais y aller, je vais écouter ça. Puis au moment où je l'ai écouté, c'est parce que la fille, tu sais, c'est même pas... je veux dire, c'est rien. Il traverse à pied, nu-pied, le petit ruisseau, puis la fille, elle se coupe, puis elle sauve, puis là, ils sont comme « Oh mon Dieu, c'est vraiment plus profond qu'on pensait, nanana, oh, c'est vraiment pas une belle blessure. » Je suis venue tout croche, puis j'ai arrêté le film, puis j'ai... Non, c'est pas vrai. À ce moment-là, j'ai comme skippé 20 minutes. Puis là, après ça, comme, tu sais, là, il y a eu un jump scare, j'ai eu très peur, j'ai arrêté de l'écouter. Mais c'est ça, mais tu sais, je suis comme, pour vrai, tu sais, ils ont juste mis ça parce que, si elle se fait mal... C'est dégueulasse, c'est plus dégueulasse que ça fait peur. Mais c'est ça, exactement. Ben, tu sais, on aimait pas ça, Goosebumps, quand on était Chair de poule, on aimait pas ça aussi. Ouais, ben pas tant. Ben, tu sais, les émissions Chair de poule, comme il y en a quelques-unes qui sont pas pires, là, genre le masque, là, qu'elle peut plus enlever, puis il y en avait une autre aussi. Le pantin, ben, il y a Chair de maléfique. Poule. Ouais, mais meilleur que Chair de poule, c'était... C'était Tu fais-moi peur? C'était comme ça que ça s'appelait? Are you afraid of the dark? Soumise à l'approbation de la Société de minuit, cette histoire s'intitule La vieille casquette molle. Quasiment. Mais d'ailleurs, merci Marie-Hélène de m'avoir souligné qu'elles sont pas mal toutes en français sur YouTube. Allez voir ça. J'en ai écouté un, c'était genre le fantôme de la petite fille de la maison d'à côté. J'ai eu très peur, même si la petite fille était clairement comme... C'était un petit fantôme, pas rapport, là, mais j'ai eu peur. Ben, c'était un peu... Ça allait un petit peu des fois dans la psychologie de l'horreur, cette série-là. Oui. Puis, ouais, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Puis, j'ai le goût de nous amener, en terminant cette partie-là de la discussion, sur des films qui nous hantent. Tu sais, des films qui restent avec nous, même s'il n'y a pas nécessairement plein de sang. Ouais. Des motifs qui restent avec nous. Moi, tu sais, spontanément, il y en a deux univers cinématographiques que j'ai envie de nommer. Premièrement, un film qui est sorti assez récemment puis que j'ai vu, moi, il y a quelques mois, c'est Midsommar. Fait que c'est un film qui se passe en Suède durant autour du solstice d'été. Fait que c'est de l'horreur qui se vit en bonne partie le jour. Fait qu'il y a ça qui est vraiment jarring. Tu sais, c'est pas, justement, c'est pas dans les ombres, c'est pas la nuit, c'est comme en plein soleil. Comment t'installes l'horreur dans un tel contexte, c'est vraiment intéressant de voir comment il arrive à installer ça, puis à déjouer les tropes, puis en même temps, là, je sais que toi, tu l'as pas vu, fait que je veux pas te divulgacher la fin. Puis j'aimerais vraiment ça l'écouter aussi. Il y a une twist qui vient comme résoudre la storyline de la protagoniste d'une manière que j'ai trouvé, moi, très, très satisfaisante. Même si c'est fucking weird. Fait que je vais pas en dire plus. Puis un autre, c'est la série Twin Peaks puis le film Fire Walk With Me, qui sont... Oui, c'est sûr qu'il y a des scènes... certaines scènes assez violentes, mais c'est pas... tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus une intrigue policière, là, puis la série en particulier. Ouais. Mais le tueur dans Twin Peaks, c'est une espèce de...
evil entity qui prend possession, qui peut prendre possession là, du corps de certaines personnes, mais cette evil entity-là est comme personnifiée. Tu la vois, elle a son propre visage, elle a... Bon, puis il y a certains personnages qui l'hallucinent des fois, mais tu sais, le look de ce personnage-là, je veux dire, moi, je peux imaginer Killer Bob dans ma fenêtre de cuisine. Tu sais, si je me fais des fois des marathons de Twin Peaks, je plonge dans cette espèce d'univers-là, puis c'est à la fois réconfortant, mais aussi... c'est ça me hante, tu sais. Puis ça fait en sorte que j'ai toujours envie d'y retourner parce qu'il y a comme quelque chose que je veux résoudre. Puis là, en le réécoutant à nouveau, j'arrive à comme boucler la boucle. C'est comme je vis mon émotion jusqu'à la fin, mais après ça, il y a des flashs qui me reviennent, puis là, j'ai comme le goût d'y replonger. C'est comme, ça fait partie des genres, l'horreur, que je peux réécouter over and over again. Un petit peu comme les comédies romantiques, bizarrement. Tu sais, il y a des films, des fois, des drames, des comédies, je les ai vus une fois, c'est correct, tu sais, mais j'ai envie souvent de replonger dans les films d'horreur, puis il y a des films que je réécoute d'année en année, tu sais. Ouais. Moi, de mon côté, tu sais, c'est ça, je pense que comme au fil du temps, j'ai comme fini par développer comme plus, tu sais, la peur d'avoir peur, puis là, je sais que je suis vraiment dans ce mood-là, ce qui fait que si je veux écouter un film d'horreur, je vais souvent aller vers des films, comme tu dis, que j'ai déjà vus, parce qu'il y a comme quelque chose de réconfortant, tu sais, de comme je sais qu'est-ce qui va se passer, tu sais, si je réécoute Carrie, je sais exactement tout qu'est-ce qui va arriver. OK, je vais peut-être être surprise une fois ou deux, mais tu sais, je sais où est-ce qu'on s'en va, je sais qu'est-ce qui se passe. Fait que me plonger dans un film d'horreur qui est pas que je connais pas, déjà c'est épeurant. Puis moi ce qui me hante généralement, c'est justement là, ces espèces de comme de fantômes, de créatures un peu mythiques cachées dans un coin sombre là, tu sais. Fait que Babadook, c'était un exemple là, de film que j'ai vu récemment. Puis un film que j'ai pas vu mais que genre je peux pas comme juste y penser, je peux pas le supporter, c'est Slenderman, parce que Slenderman aussi, mais tu sais Slenderman aussi ça a été un jeu vidéo là, je pense, où ce que tu peux pas comme le but c'est qu'il faut que tu te promènes le plus longtemps possible dans la forêt sans voir Slenderman, parce que quand tu vas le voir, il va venir sur toi. Ouais. Fait comme tu peux l'apercevoir, mais si tu l'aperçois, faut que tu changes de bord puis que tu t'en ailles ailleurs. Genre je serais pas capable de jouer à ça là, comme c'est impossible. Ah mon Dieu, les jeux vidéo d'horreur, moi ça me dépasse. Comme c'est ben trop stressant. Ben, c'est clair, là, mais c'est ça, tu sais, cette imagerie-là, là, c'est le genre d'affaire qui me hante, puis c'est un peu le thème qu'on va aborder en deuxième partie, là. On va se préparer à transitionner vers... En fait, on veut plonger dans les eaux profondes des feelings en lien avec les films d'horreur dans la prochaine partie. Bienvenue en deuxième partie. Le premier élément qu'on voulait aborder, tu sais, pour aller plus profondément, c'était vraiment, tu sais, l'aspect un peu des émotions, l'aspect psychologique de l'horreur. Parce que, en fait, moi, comme grande anxieuse, qui a écouté énormément de films d'horreur, qui a eu un intérêt pour les films d'horreur vraiment longtemps, j'ai réalisé à l'âge adulte que j'avais arrêté complètement d'en écouter parce que ça me faisait trop peur, j'avais trop peur d'avoir peur. Puis à un moment donné, dans certains podcasts qui abordaient de la culture pop, qui abordaient les films d'horreur, ils parlaient du fait qu'il y a beaucoup de personnes pour qui, des personnes anxieuses, pour qui ça aidait d'écouter des films d'horreur, que ça venait gérer l'anxiété. Puis on dirait que j'ai voulu y croire, j'ai voulu comme... J'étais comme, ah, peut-être que c'est ça! Je suis anxieuse, fait qu'il faut que j'écoute des films d'horreur, ça va m'aider. Fait que j'étais allée, tu sais, un petit peu lire là-dessus, puis ce que j'ai trouvé, en fait, ce qui a été démontré, c'est que il y a plein d'avantages pour des personnes anxieuses, et je précise pour des personnes anxieuses qui aiment les films d'horreur, que l'horreur peut amener. D'une part, ça peut constituer une distraction par rapport à nos pensées, parce qu'on sait que l'anxiété, c'est beaucoup des, tu sais, c'est des espèces de pensées, là, qui tournent, on est toujours focusé sur soit ce qui est arrivé avant, ce qui va se produire.
alors que, puis, fait que écouter un film dont l'intrigue est vraiment très prenante, ben c'est sûr que ça va, tu sais, ça vient comme un peu canaliser, là, tu sais, comme toute ton attention, puis là, tu vas comme focusser là-dessus, fait que d'une part, ça vient occuper les pensées. Puis aussi, c'est que ça permet de faire vivre de vivre la peur, l'anxiété. Ça fait expérimenter au corps les sensations qui sont liées à la peur, mais dans un environnement qui est super contrôlé. Fait que dans le fond, tu sais que c'est fictif, tu sais que t'as le contrôle, que tu peux arrêter le film si tu veux, que c'est pas vrai. Fait qu'il y a comme tout un aspect où ton corps va comme, tu sais, tu vas apprendre à comme voir comment ton corps gère finalement l'anxiété, vit l'anxiété, mais dans un truc qui est comme sécuritaire. Puis même que d'un point de vue là, biologique, là, tu sais, après que ton corps a expérimenté la peur, ton corps essaie de retrouver l'équilibre, fait qu'il y a comme un certain, comme un apaisement dans le corps là, qui peut venir après, là. Je peux pas rentrer dans les détails de ce qui est là, mais tu sais, j'aurai une référence là à la fin à vous partager si vous voulez aller lire là-dessus. Fait que tout ça est super beau en théorie, sauf que il y a des downsides, c'est que, au contraire, pour certaines personnes, il y a des aspects des films d'horreur qui peuvent être très triggering, fait qu'évidemment que les triggers de chaque personne sont différents, mais il donnait l'expérience de, tu sais, si l'histoire s'apparente trop aux sources d'anxiété de la personne, par exemple, tu sais, si t'as peur de perdre des proches puis que le film aborde la mort de proches, ben c'est peut-être trop près justement de ta réalité pour te permettre de t'évader dans le fond par la fiction, puis ça peut plus te plonger dans des espèces de spirales d'anxiété qui est pas ce qui est pas qu'on souhaite. Et chez ces personnes-là, ce qu'on observait, c'est que les personnes étaient plus anxieuses après avoir vu le film qu'avant. Fait que là, tu sais, on n'a pas le bon le truc. Moi, j'ai l'impression que je vis les deux, dépendamment du film. Ben, ça m'est arrivé, là, dernièrement, j'ai réécouté des films d'horreur, moi aussi, écouter ou réécouter, puis j'ai regardé La Mouche de Cronenberg, qui est pas le film le plus épeurant du monde, là, c'est comme un mix horreur science-fiction, mais ça m'a vraiment permis de me plonger complètement dans l'histoire, puis de sortir de ma tête. Puis j'ai très bien dormi la nuit d'après. Ouais. Versus, il y a des fois des films, même que j'ai déjà réécoutés, mais je suis particulièrement sensible. Puis tu sais, évidemment, les films que je réécoute le plus, parce qu'ils me parlent, parce qu'ils ont des thèmes qui résonnent dans ma propre vie. Des fois même, c'est lié à des potentiels traumatismes ou des issues. Fait en tout cas, ça peut réveiller des affaires. Puis j'ai l'impression qu'après avoir écouté le film, il faudrait idéalement que j'aille soit faire un petit jogging autour du bloc, ou tu sais, il faudrait comme que je finisse de vivre l'émotion dans mon corps, parce que si je me couche tout de suite après, je vais être comme tendue comme une barre, tu sais. Ben exactement, fait que c'est ça, fait que tu sais, comme puis pour vrai, j'ai trouvé comme 2 articles différents là, tu sais, qui interrogeaient des spécialistes là, de la psychologie, qui disaient que, tu sais, c'est pas une solution pour tout le monde, que ça dépend du film, ça dépend de la situation, ça dépend de plein d'affaires. Fait que, tu sais, tant mieux, tu sais, il y avait ça, là, tu sais, genre, tant mieux pour les personnes que ça aide, puis il semblait avoir comme des données qui appuyaient le fait que ça pouvait effectivement aider à apaiser l'anxiété chez certaines personnes, mais c'était vraiment pas une solution miracle. Il y avait un autre des downsides là, qui était souligné, qui est comme le revers de ça peut permettre d'occuper tes pensées, de comme te sortir de ta tête, de te focaliser sur autre chose, mais ça pouvait même comme être comme une stratégie d'évitement, puis une espèce comme tu sais d'engourdissement là, tu sais, de dire comme je vais fuir mes problèmes parce que je vais me concentrer sur comme de la fiction, mettons, là. Fait que tu sais, il y avait comme de faire attention que ça devienne pas de l'évitement finalement, là, puis que c'est mieux d'adresser ses propres problèmes d'anxiété. Mais non, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis tu sais, moi, ça m'a comme confirmé que, regarde, je vais pas me forcer à écouter des films d'horreur si présentement c'est pas ça que je sens que j'ai besoin, puis je vais me tourner vers d'autres choses pour occuper mes pensées. J'avoue que ces temps-ci, Occupation Double est quand même pas pire pour ça. Mais c'est ça, là, tu sais, fait que c'est cet aspect-là là, que je voulais souligner. Fait que ça, c'était plus pour l'aspect, mettons, psychologique, émotionnel de l'horreur.
Mais on a aussi voulu s'intéresser aux films d'horreur en termes comme d'analyse, mettons, sociologique puis même féministe des films d'horreur parce que, spoiler alert, il y en a des trollées d'études, d'analyses féministes qui ont été faites. Il y a des podcasts qui sont consacrés à ça. Il y a des articles, ça finit plus. On va avoir certaines suggestions là, à la fin du segment là, de comme des trucs intéressants pour vous. Mais en tout cas, un des éléments qu'on a trouvé dans l'analyse féministe, que moi en tout cas je trouvais ça belle fun, c'était l'idée, il appelait ça horrifying girlhood. Fait que tu sais, l'idée de rendre horrifiante des petites filles. Puis il y a ça un peu, tu sais, à la base, quand il y a des enfants qui font des enfants creepy dans un film, c'est vraiment épeurant. Puis même quand c'est des petites filles, on dirait que c'est encore pire. Tu sais, je pense au un des exemples que j'avais trouvé là, c'est comme mettons les jumelles dans The Shining. Clairement. C'est ça que j'allais dire. C'est iconique, là, tu sais, image. On parle aussi, mais fait que c'est ça, fait que c'est comme vraiment épeurant quand c'est des petites filles. C'est vraiment épeurant parce que généralement, les petites filles sont des personnes qui sont des victimes puis qui ont besoin de protection habituellement. Puis encore plus la petite fille blanche, tu sais, puis on fait juste à penser, tu sais, à la couverture médiatique autour des disparitions, des meurtres de filles blanches, en parallèle avec des enfants noirs, des enfants autochtones que tu sais qui passent beaucoup plus sous le radar là, tu sais, ça devient comme iconique quand il y a une petite fille blanche disparue, tu sais, il y a plein d'analyses qui ont été faites là-dessus. Fait que dans un des articles que j'ai lus, il y avait Leigh Kolb en 2012 qui suggérait que les petites filles qui étaient possédées ou qui étaient violentes carrément dans les films d'horreur, ça représentait en quelque sorte la peur grandissante de la société pour le pouvoir et l'indépendance des femmes. Wow. Donc, puis en fait, ça révélait chez les spectateurs à la fois la peur de la perte de l'innocence chez ces petites filles-là, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on les associe à l'innocence, mais aussi la peur, puis je trouvais ça vraiment intéressant, la peur que les petites filles prennent le pouvoir sur des hommes adultes. Puis, on pousse ça encore plus loin en se disant qu'on peut faire, tu sais, là, dans le fond, dans l'article que je lisais, il faisait comme une espèce de, comme, quand est-ce que c'est apparu, ce phénomène-là, tu sais, dans les années 60, tu sais, ça fait quand même longtemps, là, qu'il y a des petites filles dans des films d'horreur. Fait que, comme, il faisait des parallèles avec le mouvement pour les droits des femmes, puis c'était comme épeurant de penser que ces petites filles-là vont grandir en sachant qu'elles peuvent prendre du pouvoir dans la société. Fait que il y avait comme cet aspect-là qui était analysé, puis je trouvais ça bien intéressant. Puis dans des exemples de films, justement, tu sais, j'ai nommé les jumelles dans The Shining. T'as parlé tantôt de L'Exorciste. Film que je n'ai jamais vu parce que mon père m'avait dit qu'il avait pas dormi pendant des nuits et des nuits, fait que moi je l'ai jamais écouté, mais en même temps il l'avait écouté, je pense qu'il avait 12 ans là, tu sais, fait qu'à un moment donné mais j'ai fini par jamais l'écouter, mais c'est ça, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, le village des damnés, où c'est tous des enfants dans le fond qui naissent en même temps, qui sont tous pareils, qui sont tous blonds, qui font des trucs diaboliques. Ouais, c'est ça, qui sont, tu sais, tu parlais d'enfants blancs, tu parlais de petites filles blanches, c'est vraiment la race aryenne, là. Oui, exactement. Oui, exactement. Puis tu sais, ils naissent tous en même temps, puis l'espèce de leader du groupe, en tout cas dans le remake qui a été fait dans les années 90, c'est une petite fille. Fait qu'il y a ça. Il y a le film The Ring aussi. Tu sais, il y a plein de films où ce qu'on peut penser, c'est ça, là, que la fille soit possédée ou qu'elle est pas une victime, là, vraiment, là, elle est la source de l'horreur, là, dans l'histoire. Fait que c'est comme vraiment intéressant à penser. Puis l'autre où ce que on a eu, Marie-Hélène et moi, des débats sur est-ce que ça rentre là-dedans, mais c'est Carrie. Puis plus j'y pense, plus que je pense que oui. En même temps, tu sais, Carrie, c'est sûr que c'est un coming of age. Fait que, tu sais, ça amène vraiment d'autres thématiques. Puis c'est de ça qu'on va parler maintenant. Mais, tu sais, ça reste que c'est comme l'innocence. Ouais. C'est comme un heureux mix. C'est ça, oui. C'est ça, l'adolescence, parce que là, c'est plus l'enfance, c'est comme l'adolescence qui peut, en quelque part... Je suis pas en train de dire que c'est ça le message du film, mais ce que le film explore, c'est... justement la sexualité des femmes, l'éveil de la sexualité des femmes comme étant potentielle source d'horreur, source de violence, de colère. Mais tu sais, c'est pas que... Tu
tu sais, je mettrais pas en même temps Carrie dans le même bateau que Regan dans L'Exorciste ou que la petite fille dans The Ring, parce que... Non, c'est sûr. Tu prends pour Carrie dans ce film-là. Oui. Oui. C'est pas l'antagoniste, c'est vraiment la protagoniste, puis c'est vraiment plus un combat avec elle-même, puis son milieu familial. C'est tellement puissant, cette histoire-là, puis... J'ai l'impression que ce film-là respecte, passe le test de Bechdel. Tu sais, à savoir le fameux test là, la BDiste Alison Bechdel a inventé que dans un film, si t'as deux femmes qui se parlent de quelque chose qui n'est pas... qui ont une conversation à propos d'autre chose que d'un homme... Oui, bien c'est sûr que ça passe le test. Puis c'est vraiment comme une low bar, mais on peut être vraiment surpris d'à quel point les films ne rencontrent pas cette barre-là qui est si basse. Les films d'horreur font partie d'un des rares genres, en fait, constituent un des rares genres où régulièrement ça passe le test de Bechdel. T'as beaucoup de types de personnages féminins dans ce film-là qui se parlent, fait que c'est vraiment une exploration de l'univers de l'adolescence, puis de à quel point, si tu rentres pas dans les standards, ça peut être une expérience traumatisante. Puis moi, c'est quelque chose à quoi j'arrive à m'identifier, de plus reconnaître son corps, de pas être capable de mesurer non plus l'étendue de sa propre colère. La maison qui n'est plus un espace sécuritaire, parce que on s'en parlait en préparation de l'épisode. Oui, la scène de la prom à la fin où est-ce que Carrie elle a son carnage, c'est horrifiant, ça peut faire peur, mais la scène, pour moi, qui... Le dénouement de l'histoire puis le moment le plus tendu, c'est quand après le bal, elle revient chez elle. Puis là, tu sais qu'elle doit faire face à sa mère. Puis là, t'as la mère qui est cachée en arrière de la porte. Puis après ça, qui la poignarde avec le grand sourire. Puis là, c'est comme Carrie qui, comme par télékinésie, va crucifier sa mère avec les couteaux de cuisine. Tu sais, comme tout ça, là... C'est tellement wack! Puis c'est comme hyper marquant, tu sais. Puis c'est ça, le conflit potentiel entre mère-fille, mais c'est tellement riche. Je pourrais décortiquer ce film-là pendant des heures. J'adore. Mais non, c'est clair. Puis tu sais, puis une chose importante que tu as dit tantôt, c'est que tu sais, la différence avec Carrie, c'est que tu sais, on est du bord de Carrie, tu sais. Elle finit par faire confiance à ses pères alors que, tu sais, c'est clair qu'elle a pas d'amis, qu'elle est isolée. Elle finit par, comme, penser que, ah oui, peut-être que maintenant elle a des amis, peut-être même un amoureux, tout ça. Puis là, comme, clac, elle se fait pitcher du sang de cochon sur la tête, puis comme, c'est l'humiliation totale devant tout le monde, tu sais. On dirait qu'après ça, qu'elle se revire de bord puis qu'elle utilise ses pouvoirs de manière, à ce moment-là, on dirait consciente aussi, là, tu sais, comme elle contrôle ce qu'elle fait, même si on peut dire qu'elle pète une coche, mais tu sais, on est content, là, tu sais, qu'ils l'avaient bien tout mérité, finalement, ces gens-là, tu sais, puis oui, c'est sûr qu'il y a des victimes innocentes, on pense à sa prof, mettons, là, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout ensemble pis tout n'est pas noir ou blanc, mais en même temps, il y a comme quelque chose de réjouissant, là, de comme trasher la prom, de faire comme, c'est la dernière fois que vous allez rire de moi, là. Ouais, pis il y a quelque chose de symbolique en même temps de juste, tu sais, scraper comme l'adolescence normative aussi, là, tu sais, c'est comme, on va le faire pogner en feu, le crise de balle hétéronormatif, parce que il y a ça aussi, là, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, je l'ai réécouté récemment, puis les personnes à cette école-là peuvent pas aller à la prom s'ils n'ont pas de date. Ah, je me souviens pas de ce bout-là. Tu peux pas juste show up à la prom toute seule. Il faut que tu aies une date. Oh là là. Ouais. Tu sais, je me souvenais du bout où ce que, tu sais, ils sont élus king et queen of the prom, là. Fait que, il y a quelque chose de... Comme je vais définir la féminité pour moi-même. Peut-être. Ouais. En tout cas, je trouve que Carrie, c'est intéressant comme personnage pour nous faire transitionner parce que c'est ça, elle est à moitié cette petite fille-là horrifiante et à moitié, à quelque part, Final Girl. Même si elle survit pas, il y a quand même un narratif de pouvoir, puis elle a réussi à vaincre sa mère, qui est, dans le fond, la véritable antagoniste dans cette histoire-là. Elle gagne sur le méchant.
Ouais. Fait qu'il y a quelque chose un petit peu de Final Girl chez Carrie. Ouais. Je sais pas si les gens sont familières avec ce trope-là de la Final Girl qui est quelque chose qui me parle beaucoup. Fait que comme rapido, là, la Final Girl, surtout dans les slashers, c'est le cliché de la fille, la one last standing, souvent vierge, souvent pure. Fait que, tu sais, tour à tour, tous ses amis se font tuer, puis à la fin, il reste juste elle debout et elle... soit elle réussit à s'échapper ou à vaincre le tueur. Pour moi, il y en a 3 vraiment qui se démarquent du lot. T'as la one and only, là, Jamie Lee Curtis dans Halloween, Laurie Strode. T'as après ça une évolution quelques années plus tard avec Nancy dans Nightmare on Elm Street, le premier Freddy. Puis je dirais que ça culmine après avec Sidney Prescott dans Scream qui vient jouer justement sur c'est quoi les attentes qu'on a en tant que public envers la Final Girl puis qui vient un peu toutes les renverser finalement. Donc c'est ça, fait qu'il y a quelque chose dans la Final Girl là justement de pur, de virginal, c'est vraiment comme l'essence du bon, l'essence de l'innocence contre l'essence du mal qui est personnifiée par le tueur avec son couteau caché dans le noir. Moi, ce qui m'attire chez la Final Girl, malgré les critiques qui peuvent être émises là, à l'endroit de ce trope-là, c'est que c'est rare dans les films qu'on voit des personnages féminins qui sont actifs. Ouais. Souvent, ils vont être comme, tu sais, la sidekick, la girlfriend, le love interest. Puis, lorsque les femmes vont être les protagonistes de l'histoire, ça va être plus souvent des drames ou, tu sais, c'est ça, des comédies romantiques. C'est rare que tu vas voir des femmes dans un rôle actif. Tu sais, on voit plus rarement des femmes qui sont l'héroïne de films d'action. Ça arrive, mais c'est plus rare. Dans les films d'horreur, ça arrive très souvent que c'est vraiment la fille qui va leader l'action ou peut-être elle va réagir beaucoup à ce qui se passe jusqu'à un certain moment, puis à un moment donné, elle va s'empowerer, elle va fight back. Puis, tu sais, Nancy est vraiment un exemple extraordinaire de ça parce qu'elle décide qu'à un moment donné, elle a une réplique, elle dit « I'm into survival ». Puis quand elle décide qu'elle comprend comment Freddy joue dans sa tête, dans ses rêves, elle s'organise un plan pour le faire sortir du monde des rêves puis le combattre activement. Fait qu'elle a vraiment un plan d'attaque, de contre-attaque, si on veut, contre... elle prend le contrôle du narratif. Une dizaine d'années plus tard, par le même réalisateur, t'as Scream, où est-ce que Sidney... à un moment donné, il y a un bout là, assez marquant dans Scream où est-ce qu'il y a un des personnages qui dit « Voici les règles pour survivre dans un film d'horreur. » Fait qu'il faut pas que tu boives d'alcool, il faut pas que tu ailles de sexe, puis il faut jamais que tu dises « I'll be back » parce que tu reviendras pas. Puis tu sais, faut pas que tu descendes dans la cave non plus. Non, c'est ça, exactement, tu sais, parce que tu risques de pogner dans la porte de garage. Mais... Sidney, je me rappelle plus si on la voit boire. Sûrement qu'on la voit comme prendre un verre d'alcool à un moment donné, mais on la voit comme, tu sais, baiser avec son petit ami qui finit par se révéler être le meurtrier, ce qui est comme un traumatisme en soi. Mais elle survit, tu sais. Elle ne devrait pas, selon les règles typiques, mais le réalisateur, le scénariste ont décidé d'aller comme revirer ça un petit peu, puis justement de pointer à quel point c'est ridicule de miser tant que ça sur l'innocence, la pureté physique, en tout cas l'intégrité physique de la protagoniste, comme elle peut être fucking badass, puis être quand même le personnage pour qui on prend, même si elle n'est pas comme toute drapée de blanc et sans peur et sans reproche, tu sais. C'est ça. Mais en même temps, pour moi, à l'âge où j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux films d'horreur, fait que, tu sais, autour, là, après 18 ans, comme début vingtaine, confession, moi, j'ai perdu... j'aime même pas ça, cette expression-là, perdre ma virginité, là. Mais en tout cas, j'ai pas eu de relation sexuelle avec un partenaire avant 21, 22 ans, là. Honnêtement, je me rappelle plus l'âge exact, mais... Fait que de voir
des vierges à l'écran puis que c'était pas dénigré parce qu'il y a une pression énorme à l'adolescence pour comme performer la sexualité puis tu peux pas avouer que tu l'as jamais faite, mettons, puis fait que de voir des personnages féminins qui étaient badass et qui étaient pas définis par leur sexualité, if anything, sont comme définis par l'absence de sexualité, il y avait quelque chose auquel je pouvais vraiment m'identifier, tu sais. Parce que c'est ça, les femmes, les filles sont tellement sexualisées dans la culture populaire qu'il y avait comme quelque chose de rafraîchissant puis d'attirant pour moi dans cette trope-là. Puis, un autre aspect, je pense, je vais pas rentrer dans cet épisode-ci dans comme mon histoire familiale, mais j'ai... Tu sais, il y a eu entre autres beaucoup de maladies dans ma famille plus jeune, puis d'avoir des traumatismes autour de soi. Tu sais, mettons, il n'y a rien qui t'arrive à toi, là, mais il y a des gens autour de toi qui, comme, tout à coup, sont en danger ou, tu sais... Ouais. Il y a quelque chose de lourd à porter là-dedans. Puis, j'ai entendu récemment quelqu'un qui parlait de la Final Girl comme étant le personnage qui porte le poids du traumatisme. Il y a toujours ce fameux moment-là. Tu sais, il y a eu les meurtres dans le film, puis là, à un moment donné, il y a le moment où la Final Girl découvre tout le monde qui a été tué, tu sais. Puis là, elle est horrifiée, puis nanana, mais de comme porter ça avec elle, de porter le poids des décès de tout le monde autour d'elle, puis apporte une certaine responsabilité jusqu'à un certain niveau, parce que souvent, ben, le meurtrier, il est après elle spécifiquement. Fait que comme de se sentir responsable, ça aussi c'est quelque chose à quoi je peux relate, même si c'était pas de ma faute ce qui se passait autour de moi. Quand t'es enfant, t'intègres les traumatismes puis tu te dis ben forcément il y a quelque chose que j'ai fait, c'est de ma faute. Ben, d'être la personne qui survit, c'est comme il y a quelque chose là, juste là-dedans là. Puis par définition, la Final Girl, c'est ça, c'est celle qui survit à la fin. Fait que oui, elle survit. C'est la survivante. Mais c'est ça, puis à la fin, elle a plus rien, là, tu sais. Ben, pas elle a plus rien, mais je veux dire, comme elle est la seule personne, tu sais, pour les autres, en quelque part, c'est fini, tu sais, mais elle va continuer à vivre avec tout ce qui vient de se passer, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après qu'elle se soit échappée, finalement, tu sais? Ouais. C'est la question qu'après ça, les 7 sequels essayent ou pas de répondre. Fait qu'on finirait, dans le fond, cette discussion-là, cette plongée dans le monde de l'horreur en vous partageant, évidemment, certains podcasts. On est des maniaques de podcasts qui réfléchissent aux questions d'horreur de manière un petit peu plus poussée. Mais pas juste des podcasts aussi. Moi, j'aimerais nommer 2 documentaires que je vous invite à regarder. Si vous êtes abonné au service de streaming Shudder, c'est disponible au Canada, Shudder, S-H-U-D-D-E-R. Je sais que ces 2 films-là sont disponibles. Il y en a un qui s'appelle Horror Noir et le deuxième, c'est Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Donc, rapidement, Horror Noir, c'est basé sur un livre, mais c'est un documentaire qui porte sur les personnes noires dans le cinéma d'horreur, principalement le cinéma américain. Fait que ça part des années 20, des années 30, jusqu'à Get Out, tu sais, jusqu'à aujourd'hui. Puis comment les personnes noires ont à la fois symbolisé comme évidemment la terreur, tu sais, aux yeux des personnes blanches, là, tu sais, autant qu'on a peur peut-être du pouvoir des petites filles puis qui vont take over la société, il y a un peu la même chose qui s'est passée pour les personnes noires. Fait qu'elles ont été le symbole dans le cinéma de beaucoup d'angoisse, tu sais, liées à la race, liées à l'égalité entre les races. Puis c'est fascinant de voir à quel point ça s'est transformé au fil des années, puis les acteurs, les réalisateurs noirs qui ont participé au genre d'horreur qui sont vraiment incontournables. Le deuxième film, c'est Scream Queen, donc Scream, Queen, qui rime à fofolle. C'est un jeu de mots dans le fond, là, parce que les Scream Queens sont généralement les Final Girls qui ont un cri si particulier lorsque elles sont confrontées là, par le meurtrier.
ce film-là parle spécifiquement de Nightmare on Elm Street 2, le deuxième film de la série, le film, disons, un peu moribond de toute la série des Nightmare on Elm Street, parce que, premièrement, il respecte pas tout à fait les règles de la mythologie de l'univers de Freddy, mais aussi parce que c'est un film très, très gay dans son iconographie. Et le gars qui joue dans le film, qui est un peu le final boy, c'est ça. C'est un personnage, c'est pas un personnage féminin, c'est un personnage masculin. Et il y a plein de sous-entendus homo-érotiques dans le film qui sont comme intentionnels ou pas, dépendamment à qui tu demandes. Et l'acteur, c'est vraiment... Lui, il espérait que ce film-là soit vraiment sa porte d'entrée sur les trottoirs d'Hollywood. Puis au final, ça a vraiment chiré sa carrière. Puis ça fait seulement quelques années qu'il est en train de se réapproprier le narratif autour de ce film-là. Fait que tu vois, ça met en parallèle la réception du film puis l'histoire de ce gars-là. Puis éventuellement, il va confronter le directeur puis le scénariste du film à savoir si oui ou non c'était intentionnel, toute l'espèce d'homophobie en fait qui se retrouve dans ce film-là. Un documentaire super humain puis super riche, puis qui rentre dans toutes les discussions sur le queer horror qu'on a de plus en plus. Catherine, je pense que tu as des podcasts à nous recommander. Oui, un épisode de podcast en particulier, en fait, le podcast de Bitch Magazine qui s'appelle Popaganda. Ils ont fait un épisode directement sur le film d'horreur. En gros, ils vont faire une liste de underrated horror heroines. Fait que c'est quand même assez intéressant. Une entrevue assez intéressante avec une personne à Brooklyn qui organise un brunch de films d'horreur. Donc, c'est un événement qui avait lieu il y a quelques années. Puis elle a toute une réflexion aussi là, sur les films d'horreur, une réflexion très théorique sur les films d'horreur qui est vraiment intéressante. Puis des trucs sur le lien entre sang menstruel et films d'horreur. Fait que c'est sûr qu'on fait référence à Carrie ici et autres. Fait que c'est vraiment c'était vraiment intéressant. Puis un autre podcast que j'ai vraiment aimé pendant un beau projet de pandémie, ça a été le podcast qui s'appelle Scaredy Cats. C'est, dans le fond, un espèce de side project d'un autre podcast qui s'appelle Reply All, par Gimlet Media. Puis, dans le fond, c'est qu'il y a deux des co-animateurs de Reply All, Alex Goldman, qui est un très grand fan de films d'horreur, qui s'amusait à taquiner beaucoup PJ Vogt, son acolyte, sur le fait qu'il est un scaredy cat, puis qu'il veut pas écouter de films d'horreur. Puis ça part sur la prémisse que PJ veut écouter Get Out. Il veut écouter le film Get Out, mais il dit « Je suis pas capable, je peux pas, c'est hors de ma portée. » Fait que c'est comme si Alex lui propose une espèce de comme cours en accéléré en 5 étapes pour se rendre à écouter finalement Get Out. Dans le fond, il lui prescrit des films, puis il commence sa première prescription qui est supposée être en gradation commence par The Exorcist, fait que c'est quand même pas si pire. Puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Ils ont des invités, ils ont 2 épisodes où l'invité c'est Carmen Maria Machado. Puis c'est ça qui m'amène à une autre suggestion que j'ai pensé juste avant qu'on fasse l'épisode. Je sais pas pourquoi j'avais pas pensé avant. Le roman de Carmen Maria Machado qui est In the Dream House, qui est un roman style horreur qui aborde la violence conjugale dans les relations queer, qui a une forme complètement éclatée. J'ai adoré ce roman-là. Puis Carmen Maria Machado qui est comme une spécialiste de films d'horreur, là, tu sais, c'est une scholar du style de l'horreur, fait que je sais pas si t'as vu ça passer, Marie-Hélène, mais c'est bon, il faut aller lire ça. J'ai lu des extraits quand le livre est sorti, là. Il y a comme certains chapitres qui ont été rendus disponibles en ligne, puis j'étais comme « je veux lire ça ». Mais je lis très peu et je manque parfois d'argent pour m'acheter les livres, mais disons que c'est sur ma liste. C'était excellent. Puis moi aussi, je voulais faire une recommandation de podcast. C'est pas un podcast spécifiquement d'horreur, mais ça s'appelle Switchblade Sisters. C'est animé par une critique de cinéma qui s'appelle April Wolf. Et à chaque épisode, elle appelle ça une woman filmmaker, là, fait que c'est soit parfois une actrice, une réalisatrice, une productrice, une scénariste. Puis
ensemble, elles décortiquent un film de genre qui est choisi par l'invité. Donc, film de genre, on entend par là, ça peut être du fantastique, ça peut être de la science-fiction, mais souvent, ce sont des films d'horreur. Et dans le fond, l'épisode met en parallèle le film et l'œuvre de l'invité. Fait qu'à quel point ce film-là a influencé le travail de l'invité. Puis c'est ça, ils ont fait des films, des épisodes sur des films d'horreur, autant des classiques que des nouveaux, comme par exemple It Follows, qui est un film d'horreur des comme 7-8 dernières années sur lequel moi j'ai vraiment trippé. Alors Switchblade Sisters, c'est ma suggestion. Pour terminer l'épisode, on voulait introduire un nouveau segment qu'on veut faire de temps à autre. Ça s'appelle La Minute en tabarnak. Donc, l'idée, c'est que Marie-Hélène ou moi, Catherine, on prend 1 minute pour être en maudit sur un sujet et c'est 1 minute au sens littéral. Donc, aujourd'hui, Marie-Hélène, c'est toi qui seras en tabarnak pendant 1 minute. Je vais partir le chrono. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant que je parte le chrono ou tu te lances? Je vais me lancer. Let's go, par le chrono. C'est bon. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti! Je suis en tabarnak contre fucking Gilbert Rozon, man. Sa poursuite contre Julie Snyder puis Penelope McQuaid, qu'est-ce que c'est ça? C'est du terrorisme. C'est vraiment une campagne de peur. C'est une tactique d'intimidation de marde. Fait que, juste pour vous mettre en contexte, là, Gilbert Rozon, il poursuit pour 450 000 $ Julie Snyder puis Penelope McQuaid parce qu'ils ont dit que c'était un abuseur à la télé. Là, il lance des mots comme c'est incendiaire, accusatoire, diffamatoire, malveillant. On s'acharne sur lui, pauvre petit coco. Moi, ce qui me gosse là-dedans, c'est que c'est sadique, c'est vraiment de la vengeance, mais c'est surtout un manque total d'accountability. Comme, comment va ton âme, Gilbert Rozon? Comme, t'es pas du tout intégré comme personne. Il est pas capable de prendre ses responsabilités, de réaliser le tort qu'il a causé. Il y a comme pas de honte, plein de mépris. Ça m'écoeure vraiment. Pour le meilleur ou pour le pire, Gilbert Rozon, c'est notre Harvey Weinstein, puis décalisse avec ta poursuite. 1 minute! Hey! C'est pas mal sur la minute. J'aurais pu faire plus long qu'1 minute, évidemment, là, mais je trouve que c'est tellement symptomatique, cette histoire-là, de à quel point notre système judiciaire ne sert pas les victimes. Tu sais, qu'une personne accusée de viol peut s'appeler ça retourner puis poursuivre au civil les victimes. En tout cas, ma température corporelle, je pense, a monté de genre 30 degrés en 3 secondes quand j'ai vu passer cette annonce-là. Je suis découragée. Puis ça fait juste, tu sais, t'as aussi les dudes, là, qui poursuivent aux criminels, pas aux criminels, mais qui poursuivent les femmes qui ont fait la page Dis son nom. Tu sais, je rentre ça dans le même char de marde. Je trouve qu'en tant que société, on est vraiment pas capable d'écouter les femmes puis de leur laisser de la place. L'expérience de porter plainte, puis éventuellement, s'il y a procès, est juste comme retraumatisante pour les personnes qui subissent la violence sexuelle. Puis comme, c'est pas parce qu'on a eu MeToo, puis qu'on continue de l'avoir que... Tu sais, je veux dire, je pense que les choses changent, mais ça va prendre des réformes en profondeur de notre système de justice pour que ça finisse par avoir du sens, tu sais. Merci. Hey, c'est déprimant à caler, ça me fait de rien, ça me fait plaisir. Merci Marie-Hélène pour ce segment-là. C'était la minute en tabarnak. Déjà rendu à la fin de l'épisode. Check out. Comment tu te sens, Marie-Hélène, à la fin de cet épisode? J'ai l'impression d'avoir passé par toute la gamme des émotions. De la peur à l'exaltation en finissant par la colère. Je me sens bien, puis j'ai hâte à l'Halloween. Et toi, comment te sens-tu?
Je me sens bien. Écoute, tu m'as impressionnée dans ta minute en tabarnak et j'avoue que ton éloquence m'a ravie pour me distraire du fait que c'est une situation de merde puis que je suis aussi en maudit que toi. Fait que non, je me sens bien. Puis je trouve qu'on a eu des belles conversations aujourd'hui. On a pu parler d'horreur, puis j'ai vraiment hâte que des gens nous écoutent et éventuellement répondent, réagissent à notre épisode. Puis parlant de gens qui réagissent à nos épisodes, si vous aimez ce qu'on fait, on aimerait vous inviter à participer financièrement au podcast. Si vous allez sur notre page entredeuxeaux.pinecast.co, il y a un lien que vous pouvez cliquer pour devenir un de nos flotteurs, donc pour être une des personnes qui nous aide à nager, à rester à flot. Vous pouvez soit faire une contribution unique ou faire un don mensuel. Puis, je veux dire, ça peut être aussi peu que $1, $3 par mois. Faites attention, là, c'est de l'argent en dollars US par contre. Mais si tout le monde qui nous écoute contribuait juste $1, ça nous aiderait non seulement à payer notre équipement, les frais de studio, puis toutes les personnes qui nous aident à faire ce podcast. Si vous voulez donner du feedback à cet épisode, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado, tout en lettres. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel à l'adresse entredeuxeaux.balado@gmail.com. Et si vous aimez notre balado, parlez-en autour de vous, mettez-nous des étoiles et soumettez un avis sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify et plusieurs autres applications. Soyez là le mois prochain, on va parler du thème du chez-soi. On fait rien que ça, être chez nous, on peut bien en parler. On n'a pas le choix. Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Plouffe-Jeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nous avons enregistré cet épisode chacune chez nous, moi, Catherine, à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, au Diodiagé, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Ce balado est une idée originale de Catherine Plouffe-Jeté et Marie-Hélène Larochelle.